Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 6 mois de travaux, 200 heures d'audition et à la fin, que doit-il en rester ? Les 30 députés de la commission parlementaire sur l'audiovisuel public en décideront cet après-midi au cours d'un vote à huis clos. Le rapport du député Charles Aloncle est trempé dans l'acide. 369 pages, 80 recommandations en cas de rejet. Tout cela partira aux oubliettes, Maï-Hélène Trémollet. À commencer par les extraits vidéo de toutes les auditions menées depuis novembre dernier. Sans surprise, le vote sera d'autant plus scruté que les fuites ce week-end des principales mesures du rapport, pourtant supposées rester confidentielles jusqu'au bout, ont ajouté de l'huile sur le feu. Alors que les élus de tous bords se renvoient la responsabilité de ces révélations, pour Charles Aloncle, une chose est sûre, l'objectif est de discréditer son travail à quelques heures du scrutin. Un scrutin à suspense puisque les membres de la commission assument leurs divergences. Le rapporteur devrait comprendre que ce rapport est fait en notre nom à tous, s'étrangle un élu centriste. Certains parient sur un vote positif, mais des concessions sur les points clivants du texte, comme les fusions proposées entre plusieurs chaînes de France Télévisions, par exemple. Mais au fond, ce rapport sera rendu public, surtout parce que personne ne veut passer pour un censeur, tranche un député optimiste, qui compte sur une majorité des voix du centre et de la droite pour permettre la publication du texte à la date prévue, le 4 mai prochain. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et je vous rappelle la question du jour. Est-ce que vous pensez qu'il faut réformer l'audiovisuel public à la lumière de tout ce qu'a révélé cette commission d'enquête parlementaire ? Vous votez dès maintenant sur le site et l'appli Europe 1. On passe à une autre enquête, celle sur la tentative d'attentat au gala de la presse de Washington ce week-end. Le suspect va être présenté à un juge fédéral. Cole Thomas Allen, 31 ans, intercepté et maîtrisé alors qu'il se trouvait dans une pièce voisine de la salle principale où se trouvait Donald Trump. Selon les premiers éléments de l'enquête, il voulait s'en prendre au haut responsable de son administration, Wilfrid de Villers. On commence à en savoir un peu plus sur le profil du terreur qui répond donc à ce nom, Cole Thomas Allen. Oui, Cole Thomas Allen est originaire de Californie, résident de la banlieue de Los Angeles, ingénieur diplômé d'une prestigieuse université américaine. Il travaillait jusqu'à maintenant comme enseignant et développeur de jeux vidéo. Voilà ce que révèlent ses réseaux sociaux. On sait aussi qu'il était inconnu des services de police, mais c'est un texte dont Cole Thomas Allen est l'auteur qui révèle certaines de ses motivations. Ce manifeste qu'il aurait envoyé à sa famille quelques minutes seulement avant sa tentative d'attaque ne laisse pas de doute. Il comptait bien s'en prendre à des membres de l'administration Trump qu'il qualifie de criminels, disant ne pas supporter que les États-Unis soient dirigés, je cite, par un pédophile, un violeur et un traître, un manifeste que Donald Trump décrit comme profondément antichrétien. Quand on lit son manifeste, on voit qu'il déteste les chrétiens, ça c'est sûr. Et je crois que sa sœur ou son frère s'en plaignaient d'ailleurs. Vous savez, il s'en était même plaint aux forces de l'ordre. C'était un type très perturbé. Cole Thomas Allen doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal fédéral. Wilfrid de Villers est parmi les nombreuses réactions venues de dirigeants et de personnalités du monde entier. Celle du roi Charles III qui se dit soulagé. Le monarque britannique et son épouse Camilla sont attendus aujourd'hui pour une visite d'État de 3 jours aux États-Unis, programme maintenu et inchangé. La guerre au Moyen-Orient et les tensions sur le pétrole obligent les compagnies aériennes à des choix radicaux. Transavia, la filiale à Bakou d'Air France, va devoir annuler 2% de ses vols prévus en mai et juin. Les clients concernés seront informés directement, précise la compagnie. Éviter la pénurie, c'est ce que tentent de faire des pays comme l'Inde, dont la moitié du pétrole importé passe par le détroit d'Ormuz. Conséquence, New Delhi réveille d'anciens réflexes et renforce ses achats de brut d'origine russe. Et puis la Russie qui s'apprête à accueillir le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, est arrivé à Saint-Pétersbourg pour un entretien avec le président Vladimir Poutine. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h04. La colère couvait depuis un moment dans les prisons françaises. Les surveillants pénitentiaires appellent au blocage des prisons aujourd'hui pour obtenir des moyens. Et trop de détenus, pas assez de surveillants. Les agents dénoncent un manque de moyens et une surpopulation carcérale parvenue au seuil critique. 87 126 détenus au 1er mars pour moins de 63 500 places. Un record, et ce constat d'Alexandre Kaby, secrétaire général de l'UFAP-UNSA Justice, c'est tout simplement intenable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez en infériorité numérique tout le temps. Vous vous retrouvez face à une surpopulation qui est galopante et un nombre de mouvements qui est devenu exponentiel à l'intérieur de ces établissements. On ne peut pas fonctionner avec 5 000 agents de moins et 25 000 détenus de plus de la même manière que si tout allait normalement. Il faut réorganiser notre façon de travailler de façon à mettre en sécurité les personnels pénitentiaires. Alexandre Kaby, secrétaire général du syndicat UFAP-UNSA Justice, avec Jean-Baptiste Marty. Et puis un mois après les élections municipales
Europe 1 est allé dans les villes conquises par la droite pour voir ce qui avait changé ou pas en l'espace de quelques semaines. À Nice, le nouveau maire Éric Ciotti tient sa promesse de renverser la table. Le président de l'UDR, allié du Rassemblement national, a conquis la ville aux dépens de son ancien ami et mentor Christian Estrosi. Éric Ciotti avait promis le changement de fond en comble, notamment en matière de gestion. Ses premiers pas et ses premières annonces semblent convaincre. Reportage Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La baisse des impôts, 50 millions. La baisse des dépenses, 60 millions. Et pour tenir ses promesses et faire des économies, Éric Ciotti a sorti la tronçonneuse. Je n'aurai pas de frais de représentation. On va vendre des dizaines de véhicules. On divise par 2 la communication, par 2 les frais de bouche. Gilbert, qui a voté pour le nouveau maire, applaudit. Les petits fours, le champagne, les voitures, cette période est terminée, monsieur. Le conseil municipal vient aussi de voter la baisse de la taxe sur les ordures ménagères, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière. Odile s'en réjouit, mais attend encore plus. Les impôts fonciers à Nice sont déjà très élevés. Il faut les réduire et les réduire encore une fois. Une seule fois ne suffit pas. Les subventions accordées à 3 grandes épreuves sportives ont été suspendues et les indemnités des élus rabotées. Bastien, un jeune niçois. Ça me paraît être la moindre chose du politique par rapport à la population. Éric Ciotti veut aussi d'ici la fin de l'année doubler les effectifs de la police municipale sur le terrain. Les recrutements sont en cours. Enfin, depuis la mi-avril, la ville applique une tolérance de 15 minutes aux automobilistes qui payent leur stationnement. Reportage Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis je vous l'annonçais dans les titres, série spéciale sur Europe 1 cette semaine consacrée à la Légion étrangère, la troupe d'assaut de légende de l'armée française. Premier épisode aujourd'hui. Et à 3 jours du 163e anniversaire de la bataille de Cameron, défaite qui a construit la gloire de cette unité d'élite, le premier épisode nous amène dans l'Aude au 4e régiment étranger de Castelnaudary pour une cérémonie symbolique, la remise du képi noir quand les légionnaires passent sous-officier. Reportage Charles Lhuillier. Gagnez votre emplacement. Gardez-vous. Sous les yeux émus de leurs familles venues pour l'occasion, les quelques 60 légionnaires sont en rang dans les jardins du régiment. Nous avons servi avec honneur et fidélité sous le képi blanc pour la gloire de la Légion étrangère et promettons de servir avec exemplarité sous le képi noir. Passer du képi blanc au képi noir, c'est être promu sous-officier de la Légion, le Graal. Cette cérémonie est donc aussi l'occasion de leur remettre leur galon. C'est quel escadron ? 3e escadron. 3e escadron. Ta spécialité ? Pilote des chars. Écoute, félicitations. Je te remets les galons de sous-officier. Un aboutissement pour ces soldats issus d'une quinzaine de pays différents. Et pour Kamen, 28 ans, il est originaire de Madagascar. C'est une fierté pour moi parce que la France, elle m'a accueilli, elle m'a tout donné. Et là, je dois tout pour elle. Moi, je vais combattre pour la France. Car au-delà de ces cérémonies, la Légion étrangère s'entraîne quotidiennement et représente 10% des effectifs de l'armée de terre aujourd'hui. Castelnaudary, Charles Lhuillier. La suite de notre série spéciale Légion étrangère sur Europe 1. Demain, 2e épisode consacré au recrutement des légionnaires. On guettait son retour sur le parquet de la NBA. Victor Wembanyama s'est très bien rétabli après sa commotion cérébrale subie mardi dernier. Le basketteur français a inscrit 27 points cette nuit face aux Portland Trail Blazers. Les Spurs de San Antonio mènent 3-1 dans cette série du premier tour des playoffs. Ah oui, on est dans la phase finale de la NBA en ce moment. Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal.